qu'aujourd'hui, on avait des opportunités croissantes sur le continent africain en termes de VC. On voit quand même aujourd'hui que ces opportunités sont catalysées dans 4 géographies principales, mais on pourra en reparler tout à l'heure. Mais au-delà de ça, on voit aussi que la géographie francophone ouest-africaine intéresse de plus en plus aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir parler de ces opportunités, mais aussi des défis que représente le VC dans cette région du monde, avec 4 spécialistes. On a Grégoire de Padirac juste à côté de moi, qui est directeur général de Digital Africa. On a Anta Ndiaye, qui est General Manager chez Sawari. Principal. on a également Jaraf Gay qui représente Lofting et qui est Investment Analyst. Et on a Benoît Delestre qui est président de Savvy Venture. Voilà, et écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà peut-être par un petit tour de table pour que vous puissiez chacun vous introduire et introduire l'organisation, l'entreprise à laquelle vous appartenez. Grégoire, je t'en prie. Donc, Grégoire de Pédirac de Digital Africa. Digital Africa, pour faire simple, on est une filiale de ProParco et on investit dans des startups au stade du business angel. On investit à peu près 30 tickets par an, 2 ou à 3 par mois, des tickets jusqu'à 100 000 euros. Et l'idée, c'est venir combler un manque criant de business angel sur le continent afin de construire le pipeline des VC qui viennent. Et on a un deuxième véhicule d'investissement qu'on est en train de lever et qu'on va bientôt lancer, qui va poursuivre le soutien de nos startups au-delà de ces 100 000 euros pour les conduire jusqu'à la série A. Entame. Bonjour, alors, ça fonctionne. Donc je suis Anta, je suis directrice d'investissement au sein du fonds Sawari Ventures, qui est un fonds égyptien en fait à la base, qui historiquement investissait sur l'Afrique du Nord, mais qui à travers ce fonds 2 va maintenant investir sur toute l'Afrique. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir investir dans des sociétés, ce qu'on dit tech-enabled, plutôt en growth stage, donc la série A, follow-on B et C. Et pouvoir accompagner, et je vais en parler un peu plus après, faciliter en fait l'expansion cross-border et combler le fossé entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne plutôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jaraf, je fais partie de l'équipe d'investissement de Lofting Capital. Lofting, c'est un fonds basé au Nigeria, mais avec des bureaux un peu partout en Afrique. Au Caire, au Kenya, ici au Sénégal. On investit aussi dans des boîtes qui sont tech-enabled, mais plutôt jusqu'à Serie A, avec des tickets d'à peu près 1,5 à 2 millions. Bonjour à tous, moi c'est Benoît, entrepreneur pendant 20 ans et maintenant je me mets à investir en Afrique. Donc depuis 2018, on a créé Savvy pour soutenir les entrepreneurs africains en seed et en série A. Et on est agnostique, tout secteur. Merci beaucoup, merci à tous. Bien écoutez, sans plus tarder, on va commencer par quelques premières questions. Et Anta, j'ai une première question pour toi. Aujourd'hui, du coup, chez Sawari, vous investissez, vous êtes un fonds qui est ce dont tu parlais, égyptien. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un fonds égyptien, qui justement fait partie des Big Four dont on parlait en introduction, s'intéresse à une géographie comme l'Afrique de l'Ouest francophone? Voilà, quelles sont les raisons? Comment vous y prenez? Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ça, s'il te plaît? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on a beaucoup en ce moment quand on est en train de lever des fonds par des investisseurs institutionnels qui nous demandent « Mais vous êtes égyptien, qu'est-ce que vous faites en Afrique subsaharienne ?» Non, l'idée, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de défis, de challenges sur le marché qui vont être similaires. Donc, il y a des défis autour de l'éducation, de l'agriculture, de la finance, on va retrouver une similarité. En fait, ces défis-là sont aussi des opportunités et on voit des évolutions au niveau de certains secteurs comme la FinTech par exemple qui vont avoir des points en fait très similaires sur ce qu'on peut trouver en Afrique de l'Ouest. Je pense par exemple aux cartes prépayées, donc des choses qu'on voyait il y a 10 ans en Égypte, qu'on voit aujourd'hui en fait en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal. Donc l'idée c'est en fait on a une thèse d'investissement très intentionnelle où on se dit on a vu des modèles,
On a des structures de marché qui sont différentes, mais on sait les accompagner, on les connaît. Donc l'idée, c'est de savoir comment on peut avoir un investissement assez volontariste et se dire on va pouvoir apporter de la réelle valeur ajoutée sur ce marché, sur l'accompagnement de cette société. Pardon. Et en fait, au-delà de ça, bien sûr, il y a des défis qui veulent dire aussi des opportunités de marché. Et on le voit sur l'Afrique de l'Ouest. On est à quoi? On est en tout cas toute l'Afrique de l'Ouest, 400 millions d'habitants. On est sur l'Afrique, l'UMOA, je crois 160 millions. On a plus de 60% de la population qui ont moins de 25 ans. On a des macros quand même assez solides avec des taux d'intérêt qui sont maîtrisés, une inflation inflation maîtrisée par rapport notamment au marché anglophone. On a une monnaie commune, un système euro pegged, enfin l'euro pegged sur la monnaie est pegged sur l'euro. Donc on a quand même des rationnels de marché qui sont assez solides et assez intéressantes pour bâtir. Et donc comme je le disais tout à l'heure, l'idée vraiment, c'est ce qu'on veut, c'est créer en fait des boîtes qui vont pouvoir plus facilement se développer, par exemple, d'Égypte à l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique de l'Ouest à l'Égypte. Donc, parce qu'on pense vraiment, et je vais en parler peut-être tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer du scale, en fait, de créer des véritables champions qui vont pouvoir pas seulement être leaders sur leur région, mais pouvoir être leaders sur, par exemple, l'Afrique de l'Est, également sur l'Afrique du Nord. Et c'est pour ça qu'on a aussi des gens qui sont sur le terrain et qui sont là pour accompagner les investissements et les boîtes. Merci Anta. Et bien, pour continuer sur ce dernier mot et sur les personnes justement qui sont sur le terrain pour accompagner les entrepreneurs que vous suivez, j'ai une question Grégoire pour toi, puisque du coup, si je me souviens bien, vous investissez dans 18 pays avec Digital Africa, sur des géographies qui en général ne sont pas beaucoup adressées par les autres VC. Comment vous vous y prenez déjà comment vous vous y prenez en termes d'investissement, de structuration des marchés qui sans doute sont moins structurés que les Big Four ou même que l'Afrique de l'Ouest francophone de géographies comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, merci beaucoup Agathe. On a choisi 18 pays d'intervention qui correspondent à un constat assez simple, hein. On l'a dit, les Big Four, 84% des investissements en Afrique, ça veut dire qu'il en reste quand même 50. Et donc sur les 50, on s'est dit qu'on allait en prendre 18. 18 qui sont prioritaires, c'est pas exclusif. Et ces 18 pays, ils représentent 50% de la richesse et de la population du continent, mais moins de 10% des investissements tech. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même eu des belles success stories sur le continent, comme Instadeep. Et Instadeep, ça ne vient pas des Big Four, ça vient de la Tunisie. Vous êtes ici au Sénégal, il y a Wave. Wave, c'est une des plus belles success stories du continent et ça ne vient pas des Big Four. Et donc, au-delà des Big Four, il y a un énorme potentiel de succès. Et dans ces pays, on rencontre souvent des entrepreneurs extraordinairement talentueux parce que ce qu'ils arrivent à faire avec si peu de ressources est assez impressionnant. Et donc, dans nos 18 pays, on déploie ces tickets. Alors, comment on fait Eh bien, en fait, d'abord, force est de constater qu'on est un peu tout seul souvent. Il y a des pays où on est le seul investisseur. Togo, Bénin, l'année dernière, on était les seuls à avoir investi dans ces pays, dans des startups tech. Et en RDC ou au Cameroun, on est peu nombreux. Et quand on le fait, souvent, par exemple, au Cameroun, les business angels s'agrègent à nous. Donc on n'a pas un problème d'accès au deal flow. Donc la façon dont on opère, c'est qu'on va sur le terrain, on rencontre les entrepreneurs, on close un invest, et ensuite, en règle générale, le lendemain de l'annonce de l'invest, on reçoit 1000 dossiers du pays qu'on est ravi d'analyser, regarder, et comme ça, on a accès à peu près un peu plus de 2000 dossiers par an, et on en choisit 30 qu'on va faire à l'issue dans le cours de l'année. Donc, on n'a pas de sujet de deal flow. Après, le vrai sujet de ne pas être sur le terrain, c'est comment faire pour être bon en due deal. Parce que la due deal, c'est quand on investit en pré-amorçage, c'est pas l'analyse des cash flows qui va nous donner beaucoup d'informations sur la capacité de la boîte.
Et donc, on s'appuie beaucoup sur un réseau de partenaires, d'amis, de co-investisseurs. On est dans les WhatsApp de tous les pays quasiment. Et on arrive comme ça à avoir de l'info très précieuse sur la valeur des entrepreneurs, parfois dès l'idée. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est pas génial de ne pas être partout. On est en train de travailler à un projet de mettre en place un réseau de venture partners. C'est un truc en cours. Mais on essaye, je crois beaucoup qu'il faut rester le plus lean possible pour être efficace. Voilà. Et donc on s'essaye à gérer ces deux impératifs, être sur le terrain, être au plus proche des entrepreneurs et en même temps rester une petite équipe. Et ça se traduit par beaucoup de voyages. Merci beaucoup Grégoire. Peut-être que pour continuer sur ta réponse, Jaraf, peut-être que tu as d'autres éléments à nous communiquer sur le choix. Alors toi Jaraf, vous êtes en train justement de regarder cette nouvelle géographie, le Sénégal, pour trouver justement des investissements ici. Je crois que justement ça prend un certain temps, on en avait parlé ensemble précédemment. Toi justement, sur quels éléments tu t'appuies pour justement trouver ces entreprises-là? Quelles sont les entreprises idéales si tu devais en décrire une sur laquelle tu t'attarderais? Est-ce qu'il y a d'autres éléments complémentaires à ceux que Grégoire nous a donnés sur lesquels tu t'appuies aujourd'hui pour faire cette sélection-là et repérer éventuellement des entreprises? Merci. Oui, précisément, c'est ça. De notre côté, Le micro. d'abord ce qu'on cherche, c'est quand on regarde les entreprises, on les analyse, on regarde la clarité du produit et du marché, comment ils sont en train de résoudre ce problème, s'ils sont en train d'utiliser de la technologie. Ensuite, on regarde la qualité de l'équipe fondatrice, s'ils comprennent très bien le contexte local, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, et la capacité aussi de l'entreprise de pouvoir s'étendre dans d'autres marchés, parce qu'on trouve qu'aucun pays en Afrique francophone est assez large. Donc on aime les boîtes qui peuvent s'étendre, par exemple du Sénégal, au Côte d'Ivoire, ensuite au Bénin. Et on regarde aussi les chiffres. Donc pour nous, on regarde souvent les boîtes qui font au moins 500 000 $ en revenus annuels. Et surtout la capacité de pouvoir avoir un exit dans le futur. Et on s'appuie beaucoup sur les incubateurs, les venture studios. Et on trouve aussi qu'un bon source de deal flow, c'est les entrepreneurs qui sont déjà dans notre portfolio, qui nous donnent en référence des boîtes. Donc via ce réseau également en plus. Très bien, merci beaucoup Jaraf. Peut-être, Benoît, j'avais une dernière question pour toi avant de passer sur d'autres questions pour Anta notamment et pour vous, Jaraf. Benoît, par rapport à vos investissements, autour de cette table, certains interviennent donc dans tout ce qui est seed, pré-seed, etc. Qu'est-ce qui justifie, selon toi, un pari justement assez précoce sur des entreprises justement très jeunes par rapport à d'autres qui ont des stratégies justement un petit peu différentes et qui s'adressent justement à des entreprises un tout petit peu plus matures, toujours en VC mais un tout petit peu plus matures? Voilà, pourquoi toi justement tu t'attardes et tu portes beaucoup d'intérêt à ces entreprises à des stades de maturité très jeunes? Alors, ce qui est bien, autour de cette table, je pense qu'on a toutes les étapes. On a le pré-seed avec Grégoire, on a le seed avec Lofting et Savvy, et ensuite on a la série A et plus avec Anta. Nous, ce qu'on aime bien, c'est le seed à série A. Et je vais faire une petite comparaison avec le système scolaire. Le lycée, c'est un peu compliqué. Beaucoup de crises d'adolescence. On préfère faire de la seconde à la terminale et pousser les élèves de la prépa à la fac. C'est là où on est le meilleur. Quand on arrive en seconde, on a 15 ans. On est formaté et on en ressort à 18 ans. Et on a toutes les capacités pour écouter et construire. Et étant un ancien entrepreneur, je préfère m'adresser à des jeunes sur cette étape où tu fais déjà du chiffre d'affaires et le but, c'est d'aller te vendre, c'est d'aller lever avec quelqu'un qui est capable de faire le scale. Et on trouve que l'étape du seed à série A, pour un fonds d'entrepreneur, c'est celle qui correspond le mieux. Et l'entrepreneur écoute. Et l'entrepreneur va vite. Et ce qu'on fait chez Savvy, on fait deux choses. La première, c'est qu'on apporte du business. Et la deuxième, c'est qu'on apporte des talents. Et on trouve que dans cette étape, c'est là où tu as le plus gros reach.
Et toi, peut-être, est-ce que tu veux compléter par rapport à cette réponse justement de Benoît, puisque vous intervenez sur des stades un tout petit peu plus, sur des entreprises un tout petit peu plus matures? Non, j'aime beaucoup la comparaison et la métaphore avec les enfants. On t'envoie des élèves de prépa, t'es contente? Exactement. Même s'ils Ils sont formatés, pas tous. On essaye de faire en sorte qu'ils arrivent au niveau de prépa, oui. Attention au formatage de Benoît. C'est ça. Non, mais c'est une très très bonne métaphore. Nous, en fait, on intervient au moment en fait où la boîte vient de trouver son product market fit. Donc, elle a réussi à prouver, déjà identifier son problème sur le marché, à trouver une solution qui convient et qui répond à ce problème. Et là, elle commence à scaler. Donc, comment on intervient? C'est qu'on va l'aider à structurer sa gouvernance, on va l'aider à structurer sa stratégie de vente, donc les sales. La partie recrutement aussi joue beaucoup au niveau C-level notamment. On va l'aider, donc pareil, la gouvernance, tu as la question de régulation qui intervient aussi énormément. Et puis, on va l'aider à se développer sur ses premiers nouveaux marchés, je dirais. Et puis, bien sûr, la partie levée de fonds est très importante. Et il y a la partie exit que j'imagine on va peut-être aborder par la suite. Je crois que c'est quelque chose sur lequel on insiste assez peu, sur comment le PI et le VC se différencient. Et une différence fondamentale entre le PI et le VC, c'est justement à chaque stade d'investissement, son investisseur. Et donc, chacun ici, comme tu le disais, Benoît, on représente un morceau de la chaîne de valeur. Et celle que toi, Anta, tu étais en train d'expliquer, c'est une étape vraiment indispensable pour le continent, qui est celle de démontrer qu'on peut avoir du scale à l'échelle du continent. Et c'est ce qu'on n'arrive pas encore à faire vraiment. Et donc, c'est important d'avoir des acteurs spécialisés qui arrivent au bon moment dans son histoire d'entrepreneur. Et voilà, je pense que c'est une bonne idée de nous avoir rassemblés. Mais j'aime beaucoup cette idée d'un cross-border entre des pays qui finalement peuvent avoir des points communs très forts et donc on a des spécialistes qui sont capables d'accompagner des entrepreneurs pour scaler d'une région à l'autre. Et voilà, je pense que c'est bien de le souligner. Et alors, je te pose une deuxième question, Grégoire, justement pour accompagner ces entrepreneurs. Tout à l'heure, tu expliquais que vous étiez présent dans 18 pays. Comment vous arrivez à suivre justement des entrepreneurs et à les accompagner dans leur quotidien sans forcément être présent sur place? Voilà. C'est une bonne question. Ouais, puis c'est une petite question que me pose souvent Benoît. C'est comment tu fais? T'es un magicien. Ça marche pas ton truc, tu fais trop d'entrepreneurs, t'es pas bon. Alors nous, on croit en deux choses, c'est que pour avoir de l'impact, il faut faire du volume. Donc on veut faire 30 invests par an, c'est notre objectif, parce que le continent ne peut pas rester à si petit niveau en termes de deal flow. L'Afrique ne lève que 0,7% des financements mondiaux et c'est aussi une question de pipeline, c'est qu'en fait pour l'instant on n'a pas assez de pipe au-delà des Big Four. Donc on croit vraiment que c'est important de seeder un pipe au-delà de ces Big Four. Mais si on ne faisait que des investissements sans accompagnement, ça serait arroser le désert. Et donc on essaye d'apporter, et j'ai un tiers de mon équipe qui fait ça, qui essaye d'analyser le gap entre ce que la startup reçoit en termes d'accompagnement, parce qu'il y en a partout des programmes d'accompagnement, et ce qu'elle devrait être pour être investment ready pour un investisseur de type série A. Et donc, en règle générale, c'est pas forcément grand-chose, mais c'est une mise au carré des financials, des process financiers, c'est quelques corrections sur la structuration juridique, l'accompagnement sur l'incorporation, l'accompagnement sur le réglementaire, une mise en place d'une gouvernance, tout le monde en parle, mais très souvent, c'est parce que le sujet est traité trop tard. Et puis, c'est aussi une refonte de la stratégie go-to-market, parce qu'on peut gagner 2-3 ans en ayant juste la bonne stratégie de vente. Et très souvent, les investisseurs de série A, c'est là où ils focusent leurs efforts. Mais en fait, on pourrait commencer beaucoup plus tôt. Voilà, donc on ne va pas nous-mêmes accompagner Aujourd'hui, on a 60 startups en portefeuille, donc évidemment, on est incapable d'accompagner nous-mêmes directement par notre propre expertise nos 60 startups. Mais avoir cette capacité de mettre chacun des entrepreneurs dans un chemin qui les fait passer d'une étape 1 à l'étape B et être intéressante pour Savio,
Lofting et Anta, c'est ça notre job. Merci beaucoup Grégoire. Et du coup, peut-être qu'on peut repasser à Benoît, puisque Benoît, chez vous, chez Saviu, vous n'avez pas du tout la même approche. Vous n'êtes pas sur le même segment. Et vous, du coup, vous avez une approche beaucoup plus resserrée, avec un nombre d'entreprises investies beaucoup plus restreint. Est-ce que tu peux nous parler de ça et de la stratégie Spray and Pray et de la stratégie End-Zone dont tu Alors, m'avais toi, parlé. tu appelles ça end-zone, moi je vais appeler ça sur mesure. On prend les entrepreneurs chez nous en seconde, on les emmène en terminale, voire en prépa, et on ne peut pas en avoir beaucoup. Si tu veux les faire passer de 15 000 € par mois de chiffre d'affaires à 150, on ne peut pas avoir 10 Benoît ou 10 Madi dans l'équipe. On n'a pas les frais de gestion. Donc, on s'occupe de peu d'entrepreneurs. On fait 5 investissements par an, et là, on leur apporte toutes les compétences. Mais la première, et je le répète, il faut du chiffre. Ça ne sert à rien de faire des levées de fonds en cascade. Il faut montrer que la société peut être rentable. Et quand on la transmet à Anta, on arrive avec 2 millions € de chiffre d'affaires, une société profitable. Et là, on est capable de passer de la Côte d'Ivoire au Nigeria, de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Mais on doit montrer que l'entrepreneur est sérieux et assis sur des fondations ultra solides. Et pour ça, c'est du programme accéléré. On est présent à Dakar et on est présent à Abidjan et on s'occupe de nos entrepreneurs. La plus belle réussite et notre plus belle référence, c'est celle de la paire. Alors je l'utilise à chaque fois, oui, c'est la plus grosse sortie de l'Afrique de l'Ouest ces derniers mois. On a investi dans cette société au Kenya, ça ne marchait pas. On l'a fait passer du Kenya à Abidjan. Quand on a investi 5 000 € par mois, quand on l'a vendu 650 000 € par mois est profitable. Et aujourd'hui, c'est 100 boutiques en Afrique de l'Ouest. On a passé tout notre temps avec Jérôme et Louis, donc son cofondateur qu'on a ramené, à leur expliquer comment faire, comment mettre des marches très solides. Et aujourd'hui, c'est Créadev qui a pris le relais. Demain, ça sera Sawari. Donc du sur-mesure, de l'accompagnement, c'est ce que demandent les entrepreneurs. Merci Benoît. Écoutez, Anta, j'ai une autre question pour toi, mais qui va s'adresser à vous tous, si évidemment vous voulez ajouter quelques éléments. Comment, Anta, aujourd'hui, vous abordez vos stratégies de sortie? Comment ça se passe dans le contexte actuel et comment vous imaginez les choses à court et moyen terme? On a parlé ensemble du rôle des corporates qui pouvait être une solution, mais voilà, c'est toujours un sujet qui revient assez fréquemment et donc je suis curieuse d'avoir ton avis sur cette question-là. Merci Anta. Ah, bien sûr, je pense que c'est la chose la plus importante pour le VC, c'est la chose à laquelle il pense tous les jours à propos de sa boîte, surtout quand on arrive dans la deuxième partie du cycle du fonds, donc la période de harvesting qu'on appelle, où va falloir commencer à sortir les assets du portefeuille. Donc non, en Afrique, ce qu'on voit surtout, en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique, ce qu'on voit surtout, c'est surtout l'acquisition par des corporates, que ce soit locaux ou régionaux. On le voit beaucoup. Après, ils vont avoir certaines exigences. Alors, ça va dépendre des groupes et de leurs besoins, mais certaines exigences. Il faut que la boîte, elle soit quand même solide, qu'elle ait un certain nombre de users, qu'elle soit rentable, qu'elle ait aussi un potentiel sur la région, notamment sur, en tout cas, l'UMOA. On a aussi, alors et ça je pense que c'est des choses qui intéressent plus les early stage, mais nous on l'a du côté PI, mais c'est le secondaries, donc c'est-à-dire la vente de parts des fonds early stage à des fonds plus growth stage. Et nous en fait c'est plutôt sur la partie PI du coup, vendre nos parts justement à ces fonds de private equity, mais là encore je pense que donc la partie early stage growth se fait de façon beaucoup plus fréquente et je pense qu'on a des fonds early stage qui pourront en parler davantage ici. Mais c'est vrai que pour la partie PI, en tout cas de growth à PI, elle est beaucoup moins fréquente. Et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Il y a encore un vrai gap parce qu'il y a des standards qui sont différents, des niveaux de maturité de la boîte, de rentabilité, de solidité de la gouvernance qui sont encore parfois pas encore là. Des deux côtés. Et puis il y a la partie consolidation aussi qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Donc
ça va être par exemple une boîte des Big Four qui va vouloir racheter une boîte de l'Afrique de l'Ouest pour s'implanter sur la région. On l'a vu récemment d'ailleurs avec Peach qui a racheté Payduna là récemment. Donc ça, on le voit beaucoup. L'IPO, c'est beaucoup plus rare que ce soit sur la bourse régionale qui n'est pas du tout liquide ou offshore. Donc vraiment, nous, on en a fait une mais à la Nasdaq. Mais c'est vrai que c'est vraiment très, très rare. Mais c'est vrai que c'est très, très rare. Mais encore une fois, je pense que notre philosophie sur l'exit, et moi, c'est ma conviction et on en parle souvent avec les partenaires, c'est si tu construis une bonne boîte solide, avec des bonnes métriques, avec une belle croissance, avec une belle proposition de valeur, tu trouveras un acheteur. Nous, c'est vraiment l'optique qu'on a. Et en fait, on va regarder les choses de deux façons. Et je pense que c'est différent par rapport à certains fonds, on investit dans la deep tech, nous. Donc, on a un tiers de nos boîtes de portefeuille qui sont des deep tech, donc des biotech, des boîtes de semi-conducteurs. Et en fait, ces boîtes-là, l'idée, c'est de les faire racheter par des multinationales. Donc, on a soit ce profil de boîte, ou sinon, on a d'autres types de boîtes qui vont être des boîtes. L'idée, c'est qu'elles aient du scale, on en a parlé. C'est qu'elles puissent avoir le maximum de parts de marché, se développer sur différents types de régions, donc pas seulement l'Afrique de l'Ouest, par exemple, aller sur l'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Est également, et après se faire racheter par une multinationale. L'autre chose qu'on a, c'est la partie compétiteur, et on en a parlé, c'est les consolidations qu'on voit, mais c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. Là, sur nos exits, là pour l'instant, on en a 4. On en a, j'espère, 2 qui vont être bientôt annoncées, une partielle aussi, enfin donc du rouge, je dirais 4,5, mais c'est vraiment quelque chose auquel on pense dès le départ, avant d'investir, et auquel constamment on a un plan d'exit et on est en permanence en relation avec les acheteurs. Dès le départ, on parle de la boîte et on essaye de maximiser nos chances de sortie dans un très court temps, le plus court possible. Alors moi, je vais complètement aller dans ton sens, Anta. Pour que notre métier existe, il faut qu'il y ait des sorties. Il n'y en a pas assez en Afrique. Donc nos sociétés, on fait à la fois l'investissement, mais aussi à la fois le M&A. Quand tu investis, tu sais à qui tu dois vendre. Donc le premier réseau, c'est les corporates. Et tu dois faire des boîtes, des champions africains rentables. Donc en 4 ans, tu passes d'une société qui perd de l'argent à une société qui gagne de l'argent avec une super team et une super tech. Et là, tu as les options. Soit tu vas en prépa, tu prends un fonds et tu scales, ou soit tu te revends à un corporate. Mais tu dois préparer tous les scénarios. Tous les jours, tes LP t'appellent. Combien tu me rends ? Combien tu me rends ? Et donc si tu ne rends pas, ton métier il est mort. Après, il faut se rappeler quand même qu'on est sur un écosystème très jeune. Alors tu as raison, c'est indispensable d'avoir des exits parce que s'il n'y a pas d'exit, il n'y aura pas d'investisseurs dans les fonds. Mais il faut voir, quand on compare l'écosystème africain, il faut rappeler en 2015, donc il y a 10 ans, l'Afrique levait 300 millions d'euros. C'était ce que levait Paris en 2 semaines et demie à peu près. Et aujourd'hui, la taille de l'écosystème africain à l'échelle du continent, c'est la taille de l'écosystème de Philadelphie aux États-Unis. Donc on est encore en train de parler d'un écosystème très petit, et je pense que si on regardait les exits en Philadelphie, on en verrait quelques-uns, mais pas encore tant que ça. Donc on est sur un écosystème assez jeune. Il va falloir, et c'est grâce à nos efforts tous qu'on va arriver à démontrer qu'il y a plus d'exits, mais il faut aussi avoir confiance sur le fait que ça va venir, parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour de nombreux groupes africains de considérer que l'innovation doit faire partie de leur stratégie. Et on est en train de découvrir, on est en train de voir ce changement de mindset. Honnêtement, on n'y est pas encore complètement. On voit beaucoup d'exits de start-up vers des start-up, mais des corporates africains à acheter des start-up, c'est encore en trop faible volume. Ça commence. Ça commence et c'est une bonne nouvelle, mais il faut accepter que le temps, il faut accepter que ça prend du temps de changer des mindsets. Oui, mais là, on va lancer un petit problème réglementaire. Quand tu montes un fonds, tu as une durée de vie de 10 ans. Donc en 10 ans, tu dois faire ton investissement et tes ventes. On ne te laisse pas le temps. C'est pour ça que nous, on lance notre fonds maintenant. Si, on l'a lancé il y a 2 ans, donc on va être dans le bon timing pour revendre avec une bonne valo. Et voilà, je pense que pour les entrepreneurs, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est
une dimension hyper importante à comprendre. C'est comment et dans quel timing est chaque investisseur. On a tous des fonds de 10 ans avec 3-4 ans d'investissement et 2-3 ans de réinvestissement et 3-4 ans de désinvestissement. Et voilà, je pense que c'est un élément important si vous êtes entrepreneur de considérer quand vous parlez avec des investisseurs. Jaraf, est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Je sais que la dernière fois, on avait échangé et que tu m'avais justement parlé d'investissement patient. Et que justement, toi aussi, c'était l'avis que tu portais justement sur les exits et sur le temps, la relation au temps par rapport à ces exits-là. Est-ce que tu veux rajouter peut-être un mot par rapport à ce qui a été dit? Les exits sont quelque chose sur lequel on y pense beaucoup. On a eu quelques exits, pas en Afrique francophone, surtout au Nigeria, avec Flutterwave, Andela et Move. La plupart de nos exits étaient sur les secondaries, les marchés secondaires. Là, de plus en plus, avec notre nouvelle stratégie, on commence à penser aux corporates, surtout les grandes au Kenya, au Nigeria, en Égypte. Et quand on analyse une boîte, on regarde on crée même une liste des potentiels acquéreurs qui pouvaient acheter cette boîte. On aime aussi les fonds de PI. On pense que c'est une bonne façon d'avoir des exits. Donc, ce sont des trucs sur lesquels on pense beaucoup. Super, merci Jaraf. Et peut-être une nouvelle question pour toi, mais curieuse aussi d'avoir vos retours. Jaraf, toi, tu parlais de la place de la diaspora et le rôle de la diaspora justement dans cet environnement VC par rapport à la connaissance de l'écosystème notamment. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ça? Oui, précisément. On trouve que, pour le moment, surtout en Afrique francophone, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un mouvement de beaucoup de personnes issues de la diaspora qui reviennent au pays pour construire, pour créer des boîtes. Je pense que c'est un très beau mouvement qui contribue à dynamiser l'écosystème ici, parce qu'ils ont la chance de connaître à la fois le contexte local, de bien comprendre le pays, mais aussi d'avoir des relations et des networks qu'ils ont eu à acquérir quand ils étaient en France, aux États-Unis. Et je pense que pour répliquer des choses qu'ils ont vues là-bas et les créer au pays. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut être issu de la diaspora pour être un bon entrepreneur au Sénégal, etc. Mais on a remarqué que c'est un mouvement qui contribuait à aider beaucoup l'écosystème à grandir et à gagner en maturité. Tu veux ajouter quelque chose, Anta? Je te voyais acquiescer. Oui, carrément. Je pense que je suis un des exemples de cette diaspora qui retourne parce que j'étais avant à Paris et donc ça fait un peu plus d'1 an que je suis maintenant au Sénégal. Et vraiment, on en parle souvent avec la communauté. On a au moins une fois par semaine quelqu'un qui nous appelle, qui nous dit je veux rentrer, je veux faire des choses à Dakar, je veux construire une boîte. Donc je pense que, moi je le dis tout le temps, c'est un de nos plus forts atouts, un de nos plus forts, ce vivier de talent qu'on a, qui a voyagé à l'international, qui vient pour créer des boîtes. Aujourd'hui, même quand on regarde les boîtes qui lèvent, c'est les boîtes successful, c'est les boîtes qui arrivent à lever, c'est des boîtes dont les fondateurs ont étudié à l'étranger. 65% des boîtes qui arrivent à lever, justement, les fondateurs ont étudié à l'étranger, ont eu une expérience à l'étranger. Et pour nous, c'est capital. On le voit même au-delà du Sénégal. On a, par exemple, notamment fait un partenariat avec BPI France sur cette question-là pour pouvoir sourcer plus facilement ces fondateurs de la diaspora qui arrivent à avoir des bourses French Tech, des avances remboursables, tous les produits BPI qu'on peut identifier justement plus facilement au-delà du partenariat aussi avec Euroquity. Donc, on a cet aspect-là et puis on le voit sur d'autres pays aussi, au Maroc, très sincèrement. Il y a même des fonds qui ont basé leur thèse d'investissement sur ça avec CDG 212. Voilà, ils vont aller chercher, ils vont plus loin dans l'investissement, non pas seulement en local, mais aussi aller investir dans des fondateurs de la diaspora. Donc je pense que c'est un véritable atout sur lequel on capitalise aujourd'hui. Et pour prendre le contre-pied de ce que vous dites, nous on essaye d'être aussi l'investisseur des entrepreneurs locaux qui n'ont peut-être pas eu aussi cette chance de pouvoir voyager partout dans le monde, d'avoir pu être formés. Et on avait alors il se trouve que c'est dans une ville qui a quelques complexités, mais à Goma, on a par exemple soutenu un entrepreneur qui avait jamais quitté Goma de sa vie et qui a tout appris sur YouTube.
et qui a monté une health tech à Goma pour rendre plus accessibles les médicaments à Goma. Jusqu'aux derniers événements, il a eu un scale incroyable. Il est passé de 0 à 100 000 euros de MRR en n'ayant jamais quitté cette ville. Il redémarre tout à zéro à Lubumbashi maintenant. Mais il y a on peut être très bon entrepreneur sans avoir tous ces atouts. Alors c'est sûr pouvoir collectionner les réseaux américains, européens et africains en même temps, c'est un magnifique atout. Mais ce n'est pas absolument indispensable pour être un bon entrepreneur. Et nous, on essaye d'être aussi l'investisseur pour cela. Je vais juste faire une petite dernière remarque. Investir en Afrique, c'est quand même un gros point de douleur. Et tous les intervenants font preuve de bienveillance et surtout, ils partagent. Et continuons à chasser en meute, à partager tout, à investir ensemble et à construire les champions. Et ça s'est fait naturellement avec toutes les personnes de l'écosystème. La plupart s'entendent super bien, on partage et on arrive à avoir ces références qui vont faire que maintenant la machine va repartir et nos petits frères vont investir dans les startups. Et ça, c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a peut-être le temps de prendre une question ? Est-ce qu'il y a une question dans... Une question. Eh bien, madame, vous avez été la plus rapide. Merci beaucoup. J'ai fait exprès d'être rapide parce que justement, ça colle avec ma question. Je suis une femme. J'ai beaucoup travaillé sur... Donc d'abord, je suis l'ancienne staff de ONU Femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je continue à travailler avec ONU Femmes. Donc mon sujet est très clair, c'est l'égalité pour les femmes. L'autonomisation économique, on n'en parle pas beaucoup, ce n'est pas le sujet non plus, mais quand même, je pense que c'est important. Quand on regarde le taux d'entrepreneuriat en Afrique, les femmes sont dans l'informel, vous le savez. Quand je dis vous, je parle de la communauté d'investisseurs. Je ne veux pas que quelqu'un commence à froncer les sourcils, à dire « Ah, ça y est, une féministe s'est levée, elle va commencer à parler ». Mais la question est, quand vous parlez de stratégie gagnante, vous ne pouvez pas occulter les 50% de la population africaine. Et ça, c'est presque tous les pays de ces 24 pays de l'ECOWAS, où on peut prendre aussi le Sahel. Donc je viens à la question précise. Qu'est-ce que vous faites pour les femmes ? Est-ce que vous y réfléchissez ? Je termine parce qu'il faut que je fasse le plaidoyer. C'est une question plaidoyer. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites pour les femmes ? Et qu'est-ce que vous faites pour les femmes ? Je regarde avant les fêtes de Tabaski, je regarde comment les femmes vendent sur TikTok. Et elles génèrent des revenus. Sérieusement, celles qui vont à Dubaï, qui reviennent, celles qui sont dans... Qu'est-ce que vous pensez vous pouvez faire ? On a vu en Afrique australe, le Kenya, l'Afrique du Sud, proposer des choses innovantes pour les femmes. Les femmes ouest-africaines dans l'espace francophone veulent la même chose. Merci. Comme je suis en pré-amorçage et que je fais le pipeline des autres, je commence. Mais je pense qu'on est tous sensibles à cette question, puisqu'en fait, c'est une question qui, en règle générale, nous anime tous également. Et on en parle souvent entre nous. Mais chez Digital Africa, comme on a investi en pré-amorçage, on se sent un peu plus responsable que les autres parce que sinon, on ne bouge pas sur cette question-là. A priori, ce sera plus compliqué pour ceux qui sont derrière nous. Donc, on s'est engagé à ce que 50% de nos investissements aillent dans des équipes qui comptent des femmes parmi l'équipe fondateur. C'est un objectif qu'on s'était fixé l'année dernière. L'année dernière, on a réussi à faire 43%. Cette année, on n'a pas fini l'année, mais on est autour de 40%. Et c'est un objectif très compliqué à tenir parce que dans la tech, le pipeline d'entrepreneurs, de femmes fondatrices, c'est quand même, on a du mal. En fait, on fait beaucoup de discrimination positive à la fin pour arriver à cet objectif-là. Et on peut le faire parce que nous, on a une filiale de ProParco, d'un DFI. Donc ça nous donne une force que n'a pas un VC qui fonctionne uniquement sur un modèle complètement privé. Voilà. Donc nous, on se sent responsable sur ce sujet et on agit. Et puis, au-delà de l'investissement, vous savez, dans la vie d'un entrepreneur, dans sa relation avec un investisseur, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est contacter un investisseur et lui envoyer son pitch deck. Et ensuite, la seconde étape, c'est d'avoir le premier appel. La deuxième étape, c'est d'avoir le deuxième appel. Et la troisième étape, c'est de rentrer dans une due diligence vraiment qui prend du temps. Et pour arriver ensuite en comité d'investissement, où on espère qu'à la fin, la due diligence, il y a un investissement. Sur le process, on a tous 1 ou 2% de taux de conversion entre ce qu'on reçoit et ce qu'on investit. Mais le plus gros drop, le plus gros filtre, c'est entre l'envoi du deck et le premier appel. Et là, on est à 50-60% de taux de drop.
C'est normal, on n'a techniquement pas les moyens d'avoir 2000 entrepreneurs au bout du fil. Et ce que mes équipes font, essayent de faire, c'est peut-être pas à 100% vrai, mais dès lors qu'on a un projet porté par une femme CEO, on passe directement au call. Parce qu'à minima, il y a du feedback. Et un entrepreneur apprend à lever et scaler parce qu'il est au contact de gens qui lui apportent un maximum de feedback. Et celui des investisseurs est important. Donc voilà, on essaye de jouer aussi sur ce levier-là. Le vrai problème, en tout cas, qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de pipeline de sociétés qui sont cofondées par des femmes. Donc on aimerait avoir plus de pipeline. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la chaîne de valeur. Donc si ça arrive déjà, si c'est compliqué déjà à l'early stage, alors imaginez au growth stage. Mais bien sûr, on va donner un regard tout à fait plus particulier quand c'est une femme entrepreneur. On a aussi, il y a beaucoup de standards. Nous, par exemple, on est 2X Compliant, que vous devez connaître, j'imagine, avec ONU Femmes. On essaye aussi, parce que je pense que ça passe aussi beaucoup par les équipes qui vont regarder les dossiers. Donc, c'est-à-dire, nous, par exemple, tous nos partenaires avant, c'était que des hommes. Là, on a une femme et l'idée, c'est qu'on est en train de créer la nouvelle génération de partenaires, donc d'associés plutôt, de femmes. Et donc là, par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau de directrice ou directeur d'investissement, on n'est que des femmes, nous, au niveau de notre société de gestion. Donc, donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment, parce que c'est vrai que nous, on va avoir une approche différente quand on va regarder les dossiers. On va voir les choses différemment, on va peut-être comprendre les choses différemment, et je pense que c'est important d'avoir de la diversité aussi au sein des équipes. Et je vous remercie et puis à plus tard.